Le docteur Martin Zizi est avec nous. Il a eu longtemps la spécialité d'être à l'écoute et à l'analyse de toute une série de phénomènes qui sont maintenant concernés par la pandémie. Le docteur Martin Zizi, nous l'avons joint aux États-Unis où il est à la fois bloqué par le coronavirus mais où il participait à toute une série de rencontres universitaires. Vous allez l'entendre, il estime en tête de cette édition que nous nous trompons peut-être dans la manière de gérer les premières phases de la pandémie quand elle se déclenche chez un individu. La première, 19h-20h, au bout du jour, Edith Kakelbergs. Bonsoir Martin Zizi. Bonsoir, Monsieur Kakelbergs. Vous allez bien? Oui, moi ça va. Une partie de la population moins bien parce que soit qu'elle fasse partie de ceux et celles qui sont atteints par la Covid-19, soit ceux et celles qui ne comprennent plus tout à fait où on en est. De votre expérience, vous avez évidemment connu et étudié ce genre de choses. Qu'est-ce que l'on doit dire à la population pour le moment en Belgique et ailleurs? Je voudrais dire qu'il y a deux messages très simples. Les derniers mois nous ont montré qu'il y a eu une sorte de clivage et que la population, ou les populations, parce que ce n'est pas propre à la Belgique, c'est partout sur Terre, ont été otages de deux extrémismes qui sont également faux ou également, on va dire, mal guidés et également délétères. Donc c'est ceux qui ont dit au début, c'est pas grave, on s'en fout, mais ils ont fermé les frontières, en oubliant que ce virus est chez les animaux aussi. C'est une zoonose, donc contrôler l'humain n'est peut-être pas la meilleure solution. Et face à ceux qui ont directement dit c'est très grave, les autres minimisent. Et nous avons construit là-dessus un narratif qui a clivé la société en deux, qui a même clivé certains politiques ou certains experts, mais qui n'a en aucun moment éclairé le débat ou permis la sérénité nécessaire pour prendre des décisions qui étaient et qui seront encore de nos jours évidentes. Donc, moi, je ne peux que déplorer quand des gens s'attaquent l'un à l'autre, alors que si on regarde, ils sont tous éduqués, cultivés, et il ferait mieux de prendre, comme on dit en anglais, a deep breath. Il faut prendre une respiration profonde et avancer. Donc, j'aimerais, si vous voulez bien, partir de la situation actuelle, parce que la situation a évolué tellement forte ces dernières semaines. Nous avons des unités de soins intensifs qui sont bouchées, qui sont remplies. Nous avons des gens qui ont fait des tests. Nous avons des décisions prises sur base de tests qui ne sont pas toujours habilités à prendre ces décisions, mais nous avons une situation où la médecine est débordée. Et en fait, quand j'ai vu ça, on a déjà vu ça au début, en mars-avril, lors de ce qu'on appelait la première vague. Pourquoi les unités de soins intensifs sont remplies? C'est parce qu'on a arrêté la première ligne médicale. L'auditeur doit comprendre qu'est-ce que la première ligne médicale? Ce sont les médecins généralistes, ce sont les nurses, ce sont les homes et les médecins de repos et de soins, c'est les maisons médicales. C'est tout ce qui est en amont de l'hôpital. Ce qui est en amont de l'hôpital, c'est la zone tampon avant d'arriver. Et ça permet déjà de filtrer les gens, de les traiter ou de pas les traiter et de référer les cas les plus graves à l'hôpital. Quand on a arrêté, et il y a des raisons à cet arrêt, la première ligne médicale en mars et qu'on refait la même erreur maintenant, je crois que, comme on dit en Belgique, on s'autocouillonne. On induit le problème parce qu'on ajoute à la pathologie, on ajoute à la crise. Et les deux raisons de l'arrêt de la médecine de première ligne sont les suivantes. La peur. Quand on fait peur au médecin généraliste ou à l'infirmière, parce qu'on ne comprend pas. Au début, on peut comprendre qu'il y a peur, mais après, il y a une rationalisation qui vient. Quand on fait peur aux gens, ils arrêtent de fonctionner. Moi, j'étais en contact avec plein de collègues, j'ai de la famille dans le milieu médical, etc., en Belgique et ailleurs en France et en Allemagne. Et tout le monde dit la même chose. Il se fait qu'ils font des consultations par Zoom. Vous avez jamais mis un stéthoscope sur un thorax via Zoom, vous? Ils se bornent à dire faites des tests ou éventuellement, quand on voit les gens, à les renvoyer à la maison avec des traitements symptomatiques. Et c'est là le secret qu'il faudrait que les gens commencent à découvrir, c'est que quand on reste 2-3 jours à la maison sans être très traité, on se dégrade. Et quand il y a une première chaîne médicale qui n'est plus à même de vous recevoir et de vous traiter, vous allez directement en soins intensifs. Donc, les chiffres catastrophiques qu'on voit, ils sont dus en partie à un virus, qui n'est pas Ebola, et je vais le préciser, mais en outre, en partie, à notre fonctionnement non adapté. Maintenant, vous et moi, et nous tous qui écoutez, nous avons tous eu ce qu'on appelle en bon belge une crève. Ça veut dire que vous avez tous eu un rhume ou une grippe. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que pendant 7, 8, 10 jours, tous, vous restez à la maison, vous travaillez, il vaut mieux rester à la maison pour éviter d'infecter les autres, vous prenez votre vitamine C, vous prenez votre tétilleul, etc. et vous allez mieux et vous revenez au boulot. Dans 7 à 10% des cas, pour ces maladies-là, de type respiratoire, dans la grippe, les rhumes, etc., certaines personnes se mettent à avoir un nez qui coule, se mettent à avoir de la toux, se mettent à avoir des glaires, qu'ils soient jaune, orange ou vert, on s'en fout. Donc, il dit « j'ai la crève ». Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va voir un médecin, il fait des écouvillons, il prescrit un antibiotique et on a 8 jours de plus à la maison ou en isolement.
C'est la même chose qui se passe ici. Mais ce virus ne tue pas, mais il invite très très rapidement des bactéries. En d'autres termes, si la bonne vieille grippe vous donne 8 jours, dans certains cas avant d'avoir des complications, le corona Covid-19 vous donne 48 à 72 heures. Et ça, c'est grave. Parce que ça veut dire que ce virus, il est dangereux. Il ne faut pas être fou, il ne faut pas dire ce virus n'est rien, il ne faut pas dire ce virus n'est pas dangereux. Il est dangereux, mais ce n'est pas Ebola. Et c'est là où nous avons foiré collectivement en faisant un meurtrier isolé. Le virus, il ne tue pas par lui-même tout seul, il tue parce qu'il invite très vite Staphylos, Strepto, pneumocoque. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour la population, parce que ces bactéries qui infectent de manière secondaire nos bronches, on sait les traiter. On n'est pas démunis d'antibiotiques, même si certains ont des résistances, ça la va encore bien. Je crois que c'est un message important à faire passer. C'est qu'en laissant les gens à la maison en attendant le résultat de tests qui prennent trop de temps parfois, qui ne sont même pas adaptés à leur fonction, on leur permet de se dégrader et donc on arrive dans des situations plus graves que nécessaires à voir le premier médecin en soins intensifs qui, lui, il a le choix, il doit vous traiter de manière plus forte parce que vous êtes dans un état de maladie plus profond. Docteur Zizi, lorsque je vais tout simplement faire référence à mon propre cas, lorsque je me suis retrouvé récemment à devoir faire un test et que effectivement pendant 7 jours où j'ai attendu le résultat du test, 7 jours, c'est-à-dire la durée de la fameuse quarantaine, la septaine, dans l'intervalle temps, forcément, le généraliste que j'avais vu m'a renvoyé à la maison et m'a dit si vous avez des maux de tête, prenez de l'aspirine et si vous avez des problèmes gastriques, prenez les médicaments pour les problèmes gastriques. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres façons de pratiquer les choses? Oui. En fait, nous ne sommes pas démunis. Ce qui tue, c'est pas le virus, c'est pas Corona. Comme j'ai dit, et je dois le répéter des milliers de fois, c'est pas Ebola. Les gens ne tombent pas morts au coin des rues. Par contre, ce qui tue, c'est le décours d'une maladie. Un virus comme le corona, il rentre d'abord via vos narines ou votre bouche dans les trachées et les bronches. Première étape. Deuxième étape, il se lie à des cellules. Troisième étape, il rentre dans les cellules. Quatrième étape, il se met à se diviser et il fusionne les cellules. Il fait des bouchons dans nos bronches, ce qui nous donne une détresse respiratoire et active le système immunitaire. Cinquième étape, il va de plus en plus profond jusqu'à ce qu'il perce les alvéoles et va dans le sang et alors on a tout, on a une septicémie virale. Donc, comme on a ces 5 ou 6 étapes qui sont connues de tous les médecins sur la planète, j'invente rien. À chaque étape, nous avons des mesures adaptées. Il ne faut pas tout de suite aller aux soins intensifs. L'étape 1, c'est le masque. Surtout si on est malade, il faut le porter. Si on n'est pas malade, c'est un autre débat et ce n'est pas la question aujourd'hui. Par contre, quand le virus se lie aux cellules et rentre dans les cellules et commence à les fusionner, nous avons des vieux médicaments. Moi, j'ai été formé dans les années 80. On m'a prescrit à l'époque, durant les pandémies de grippe ou les épidémies de grippe, et je l'ai fait aussi, ce qu'on appelle l'amantadine. L'amantadine est une vieille molécule dont le seul but est d'éviter les bouchons bronchiques parce que ça bloque la virulence de certains virus. Ça marche très bien, ça marchait très bien contre la grippe, elle est devenue résistante. C'est pour ça qu'on a le Tamiflu. Il se fait que ça marche sur le SARS. Ça a été testé et utilisé en clinique par des médecins sur SARS 1 ou 2. Et je ne parle pas de test clinique, ça a été testé et ça a un résultat. L'amantadine ne va pas éviter le fait que le virus peut vous donner des bactéries. Si vous êtes en soins intensifs, l'amantadine est inutile. Mais en préventif ou très tôt dans le décours de la maladie, quand vous avez les premiers symptômes et que vous ne crachez pas, prendre l'amantadine préventivement va éviter qu'elle ne dégrade votre état général et va vous permettre d'avancer et peut-être même d'échapper à une dégradation. Moi, ce qui me choque, c'est que l'amantadine est utilisée chez les animaux et pas chez l'homme, alors que c'est un médicament humain que maintenant les gens ont oublié. Et quand vous essayez d'en parler, les gens vous prennent pour un fou parce qu'on dit on veut des antiviraux. Je viens à l'antivirus. On dit toujours que l'antibiotique ne sert à rien contre le virus. C'est vrai, une angine rouge ne peut pas se soigner par pénicilline. Mais il faut savoir aussi que quand il y a des bactéries, la pénicilline est nécessaire. Maintenant, ce qui est antiviral, nous avons des molécules, et il y a le fameux Remdesivir qui vient dans la phase où le virus se reproduit dans nos cellules. Le Remdesivir, on avait beaucoup d'espoir, on voit qu'il améliore un peu les choses, mais ce n'est pas le silver bullet, comme on dit en anglais. Donc, ce n'est pas la chose qui va tout à fait vous guérir, mais ça permet de diminuer le décours de la maladie. Si on va plus loin et qu'on a une infection bactérienne, c'est sûr qu'il faut donner des antibiotiques. Et puis, si on va encore plus loin dans les poumons, etc., quand on est en milieu médicalisé, c'est sûr que les corticoïdes, tout le reste que mes collègues médecins savent bien mieux que moi, parce qu'ils y sont confrontés tous les jours, ils connaissent leur métier, donc tout le reste est nécessaire. Et si je dois donner un algorithme à la population, si vous êtes malade, vous avez quelques symptômes, vous savez, cette histoire de perte de goût ou d'odorat, chaque fois que vous avez un rhume, vous avez ça, c'est pas spécifique, mais on a présenté ça comme le symptôme
la perte de goût et d'odorat. Moi, je sais depuis que je suis tout petit, quand j'ai un rhume, les aliments ne goûtent rien et je ne sens pas aussi bien que d'habitude. Donc, si vous avez les premiers symptômes, vous êtes prudent. Donc, la première chose, c'est être prudent, s'isoler, parler à un médecin, etc., se faire prescrire la mantadine et on peut la prendre d'emblée parce qu'il n'y a pas de risque, essentiellement, la mantadine. Mais si vous vous mettez à tousser, une symptomatologie pulmonaire, là, il faut voir le médecin parce que dès que vous toussez, il y a la toux sèche et la toux mouillée, la toux qui produit. La toux sèche, je dirais garder la mantadine. La toux mouillée, il faut prendre un antibiotique tout de suite d'emblée, ce qui va permettre d'éviter les catastrophes. Je suis désolé, pour le moment, je suis coincé aux États-Unis avec toutes ces histoires de quarantaine, mais il se fait que j'ai eu 4 personnes qui m'ont appelé en disant « Martin, je suis malade, je tousse, je crache jaune et on refuse de me donner l'antibiotique en me disant l'antibiotique, c'est pas bon contre les virus. Or, je sais que je me sens pas bien. » J'ai fait à distance des prescriptions antibiotiques ou des copains leur ont prescrit des antibiotiques. Ils ont été voir d'autres médecins et ces gens s'en sont bien sortis. Je ne veux pas dire que c'est la solution miracle, mais je veux dire que ça n'est pas fait. Et c'est ça qui me choque. Donner un antibiotique préventif quand on a un risque vital, ce n'est pas créer de la résistance antibiotique, c'est sauver des vies. J'ai peut-être un message simple, mais désolé, il n'est pas simpliste. Et il peut à la fois aider à désengorger les hôpitaux parce qu'on traite en amont, et il peut à la fois aider à retrouver une sorte de sérénité, parce que sans sérénité, nous dysfonctionnons de plus en plus. Il faut reconnaître qu'à partir du moment où on laisse les gens retourner avec de l'aspirine à la maison se dégrader, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'il y ait jamais eu. Il y a évidemment aussi toute cette question des tests, tout ce débat entre le test rapide d'une part et les tests que l'on appelle PCR, qui sont pratiqués chez nous, mais dont on sait qu'il faut souvent attendre longtemps. Est-ce que la combinaison des deux, le test rapide d'abord et le test PCR quand on a un doute, est-ce que c'est ça la solution aussi pour avoir des résultats plus rapides et qu'on puisse trier les gens plus rapidement? Monsieur Kakelbergs, vous venez de réussir votre premier examen de biologie clinique. Félicitations. Je viens de participer aux travaux du Hoover Institute, un groupe d'experts, on était je crois 40, et c'est une des questions que l'on a eu à résoudre. Et le Hoover Institute, c'est une institution Stanford qui est assez neutre, mais qui est très respectée et qui a émis un rapport il y a juste une semaine. Je faisais partie des travaux de cela. Donc en gros, il faut un algorithme de tests. Nous avons 3 types de tests. Nous avons les tests génétiques par PCR, ce que vous venez de mentionner. Nous avons des tests qu'on appelle Lateral Diffusion Assay. C'est des tests antigéniques. Vous savez, un peu comme les tests de grossesse, mais ici, vous mettez une goutte de sang, vous ajoutez une petite goutte d'un autre produit qu'on appelle un dilueur tampon, vous attendez X minutes et il y a une réaction colorimétrique qui se passe avec une barre, 2 barres ou des petites croix. Ces tests sont faisables par tout le monde. Et on dit, oui, mais ils ne sont pas assez sensibles, pas assez spécifiques. En attendant, ils ont le mérite d'exister, de coûter 5 €. Parce que la PCR, elle coûte plus que 5 €, elle a besoin d'un labo, c'est là une infrastructure. J'étais un ancien chercheur dont mon laboratoire a fait des PCR pendant 20 ans. C'est puissant, mais c'est parfois trop puissant. En plus, il y a aussi les tests sérologiques, où on regarde les réactions immunitaires du corps qui se passent après 8-10 jours, si on a été en contact avec le virus et qu'il a pénétré notre corps et que notre système immunitaire réagit. Ces tests sérologiques sont importants aussi, on va en reparler. Donc nous avons 3 niveaux de tests. Certains sont rapides, certains sont chers, chaque test a sa niche. Et donc, en effet, un premier filtre avec un test super bon marché, que monsieur tout le monde peut faire à la maison sur sa table de cuisine ou presque. C'est vraiment aussi bête que ça. Peut rassurer, peut permettre aux gens de retourner au travail ou pas. Et alors, si quelqu'un me dit, mais vous vous rendez compte, dans 5 à 10% des gens, ce test est faux. Well, tous les tests ont un taux de positivité absolu. Tous les tests ont des faux positifs, des faux négatifs. C'est un faux débat. Ça permet d'avancer. Et suivi, s'il y a un doute, parce que les médecins ne sont pas tous incompétents, avec un écouvillon pour prise PCR. Mais je crois qu'il faut aussi s'occuper du 3e type de test sérologique. Ce test est important pour la santé publique, parce que pour rassurer la population, pour rassurer les médecins et faire en sorte que la première ligne médicale de tous ces professionnels de la santé refonctionne, il serait grand temps, après 10 mois, que l'on mesure ce qu'on appelle un infection fatality rate. Ça veut dire, on va parler pour monsieur tout le monde, le taux de mortalité réel. Parce que je suis désolé, mais compter les statistiques comme nous le faisons maintenant, c'est compter les gens qui sont en train de décéder sur les cas les plus graves. Et je suis désolé de dire à la population, mais il y a un taux de mortalité de 100% parmi les gens qui meurent. Ça a l'air ridicule et j'espère faire sourire certains, mais c'est exactement ce qu'on est en train de mesurer. On mesure les cas graves. Pour mesurer un vrai taux de mortalité, donc un risque, une dangerosité du virus, il faut prendre une tranche de la population,
Ça prend 1 semaine ou 2 semaines, on fait des tests, on fait une sorte de polling statistique, c'est projeter une population sur base d'un échantillon restreint. Donc on prend un échantillon de 1000 à 2000 Belges, on se fout de savoir s'ils sont infectés, où qu'ils habitent, ou ils ne sont pas infectés, s'ils sont malades ou pas. Le polling doit être fait de manière à refléter la population globale. On fait des tests sérologiques à anticorps, on voit s'ils ont été exposés ou pas au virus, et alors on peut déduire la proportion des gens qui ont vu le virus, qu'ils soient malades ou pas. Et on peut enfin compter dans la statistique la masse énorme des gens non symptomatiques qui ont le virus, et on peut avoir un vrai taux de mortalité. Ce que je viens de décrire a déjà été fait une 60aine de fois sur la planète, 6 fois en Europe, dans des pays différents, 6 fois aux États-Unis, et par un miracle que je ne m'explique toujours pas, on s'obstine à ne pas ramener ces données. Et évidemment, elles montrent que le taux de mortalité réel du virus, c'est de 0,2%. Vous avez entendu, 0,2%, ça signifie que c'est au niveau de la grippe. Mais les gens meurent. Pourquoi ils meurent? Parce que les gens se dégradent. Donc, tout devient très logique. Et mon intérêt en vous expliquant ça, c'est pas de dire que tout le monde a tort, c'est de dire on peut mieux faire. S'il vous plaît, le virus ne tue pas, ces taux de mortalité réels sont extrêmement bas. Par contre, le décours de la maladie, quand un virus va très vite pour nous amener dans des complications dont certaines sont parfaitement curables, je ne veux pas dire que l'antibiotique va sauver tout le monde, mais certaines de ces complications, un strepto, un staphylo, d'emblée traitées, ça ne vous amène plus en soins intensifs. Nous avons maintenant un vrai espoir de sortir de la crise sur base rationnelle. Parce que je crois que quand l'expert A dit « j'ai raison », l'expert B dit « j'ai raison, l'expert A a tort ». Et si on ne suit pas mon avis, c'est la faute du gouvernement s'il y a des morts, on tombe dans un ridicule. Et alors le décideur politique, et je ne veux pas faire de politique, mais je peux comprendre leur désarroi, ils ont des experts qui passent leur vie à disputer, ils sont eux-mêmes un peu accuyats, ils ont le choix en 2 solutions, le je m'en foutisme ou l'alarmisme. Et les 2 solutions sont également destructrices pour la société. Et alors on met les gens les uns contre les autres et on dit si tu portes pas de masque, Martin, tu es criminel parce que tu tues ta grand-mère. C'est pas noir et blanc comme ça. C'est ça que je déplore. Il faut savoir raison garder. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Martin Zizi. Je rappelle qu'on vous joignait aux États-Unis où vous êtes bloqué pour la pandémie, mais surtout parce que vous y participiez aussi à une série de travaux comme vous nous l'avez rappelé. Merci d'avoir été au bout du jour.